Hello les internautes de l'Underground. Vous êtes atterris sur la chaîne secondaire de Roulette Vendetta. C'est pas une erreur de votre part. C'est juste que c'est ma chaîne secondaire un petit peu pour ne pas parler roulette. Alors aujourd'hui justement, je vais parler un petit peu de moi pour ne pas changer. Et j'ai eu l'idée de cette vidéo il y a pas longtemps parce que je suis retombé sur la série Dallas. Je sais pas si vous connaissez. C'est une série voilà, qui était diffusée dans les années 80, quoi. J'étais tout jeune. C'était diffusé sur TF1. Et il y avait un grand méchant dans cette série, c'était J.R. Ewing en fait. Donc en fait, c'était un méchant dans le business, c'était un méchant en amour, c'était un méchant au niveau famille, etc. Et à l'époque, celui qu'on montrait du doigt, je me dis avec réflexion, en fait, aujourd'hui, on est tous des J.R. Ewing en fait. Et je suis retombé sur cette série parce que, en fait, pour la finale de la Ligue des Champions, je me suis dit, tiens, je vais me prendre un petit abonnement mensuel, ponctuel à Canal+. Donc voilà, j'ai pris l'abonnement qu'on peut arrêter quand on veut. C'est à 15 euros. Et là, je vois. Alors attendez, je vous dis une connerie. Non, non, c'est pas sur Canal+, c'est sur. Parce que j'ai un abonnement aussi sur Prime Video. Et je pense que là, je suis en train de. Oui, je vous parle de Prime Video, excusez-moi. Je pense que je mélange un peu toutes les plateformes. Non, non, c'est Caméra Café, ouais. J'ai trouvé une vieille série aussi qui est intéressante sur Canal+, c'est Caméra Café. Mais bon, je vais arrêter l'abonnement parce que voilà, ça fait trop. Mais voilà, j'ai donc, en fait, depuis une semaine ou deux, je suis en train de me mater la première saison de Dallas et ça fait rejaillir. Ce moment où moi, moi, je suis né en 78 et la série, elle a commencé d'être diffusée à partir de 81, au moins jusqu'à 1990, si ce n'est pas plus, en fait. Il y a eu des rediffusions, etc. Mais ça a cartonné. Dallas, à l'époque, tout le monde regardait. Mes parents, mes grands-parents, tout le monde aimait bien regarder Dallas. Pourquoi? Bah parce que c'était assez simpliste comme intrigue, en fait. C'était des intrigues assez simples, mais qui parlaient à tout le monde, mais articulées de plus en plus que la série avançait sur le personnage de JR, en fait. Dans la première saison, ça va, il monopolise pas toute l'attention. Là, j'en suis qu'à la première saison. Et en fait, je sais que je l'ai lu, j'ai regardé des reportages, des documentaires sur la série, et en fait, JR va prendre de plus en plus d'importance parce que le peuple en demandait. En fait, là, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, c'était ce genre de personnage qui était demandé. Et donc, voilà, quoi, c'est... Moi, j'aimerais parler un petit peu de moi parce que bah, ça me fait du bien, et puis c'est des constats que j'ai faits à travers le temps, c'est que je suis devenu de plus en plus méchant, en fait. Et en fait, à chaque fois, c'est des petites prises de conscience, de maturité, en fait. À mesure que tu deviens mature dans la vie, tu sais, des petits éclairs de compréhension sur qu'est-ce que c'est vraiment que la vie, en fait. Parce que quand tu es jeune, si tu veux, tu as toujours... c'est pas que tu as des rêves, mais en fait, comment dire? T'as pas un désir de lucidité. En fait, le désir de... On n'a plus envie de faire des activités qui servent à rien, et on a envie d'être dans le vrai. Et je pense que à mesure que le temps avance, eh bien, on en est là, tu vois. Il y a une volonté, et c'est ça la maturité aussi, plus l'expérience. Parce que je vais te donner des exemples, parce que ça peut paraître un peu flou. J'avais un bon pote, tu vois, mais on s'était rencontrés un peu pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on s'était rencontrés par hasard comme ça à une fête, je crois. Et le mec, en fait, il me faisait rire. Et en fait, tu vois, c'est le mec, il racontait des conneries, il me faisait rire. Je dis, bon, bah c'est tout, tu vois. Et j'ai commencé d'être pote avec lui. Et à la force des choses, il est devenu quelqu'un de proche, tu vois, à mes yeux. C'est quelqu'un qui était proche, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui sonnait creux, en fait, dans notre histoire. Et un jour, il rencontre une gonzesse et tout, et il finit par se poser avec. Et je crois même qu'il s'est marié à l'époque ou plus tard, mais je sais que c'était du sérieux. Mais en fait, du jour au lendemain, sa copine, elle a tout simplement dit je veux plus que tu vois personne. Et lui, il s'est exécuté, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un gars qui était presque mon meilleur pote, mais j'avais une réserve parce que je sentais que notre relation, il y avait quelque chose qui allait pas trop, tu vois. On faisait plein de trucs ensemble, tu vois. J'allais chez lui, mais je sentais qu'il y avait un truc, tu vois, qui était bizarre, tu vois. Et j'arrivais pas à le définir, tu vois. Et là, après, je me suis dit, bah ouais, ok. Mais tu vois, je me suis dit, c'est son droit, tu vois. Après, tu vois, sur le coup, j'étais triste. Tu vois, je me suis dit, c'est mon droit. Mais un autre truc, c'est que
qui est rigolo dans l'histoire, c'est que, tu vois, même ses parents, ils me connaissaient, tu vois. Mes parents, ils le connaissaient lui, et ses parents à lui, ils me connaissaient. Même que son père, il voulait me faire rentrer à la SNCF. Toi, son père, il était vachement balèze, et moi, j'avais dit non, tu vois. Je préférais faire mes bails à moi dans l'informatique, tout ça. Mais, tu sais, c'était un pote quand même, c'était pas rien, tu vois. C'était vraiment pas qu'une relation, si tu veux. Et après, bon, bah voilà, il me tège et tout. Mais moi, de mon côté, je passe dans le journal parce que je rentre pour travailler à la mairie pour un poste dans l'informatique. Bon, pas un truc de ouf malade, mais en fait, si tu veux, je passe là-dedans. Et une semaine après, je le croise au Leclerc. Et tu sais, je comprenais pas pourquoi il avait fait semblant de pas me voir. Parce que bon, là, on se croise. Tu vois, bon. Après, on se recroise une autre fois. Et là, si tu veux, il finit par me parler. Et le premier truc qu'il me dit, c'est qu'il il me il me fait comprendre qu'il m'a vu dans l'article. Il l'a pas dit de but en blanc, mais en fait, dans la manière dont on s'est parlé, tu sais, j'ai capté ce qu'il, tu sais, par sujet interposé, j'ai compris, tu vois. Et en fait, j'ai compris un truc, c'est qu'il était super jaloux, il était dégoûté parce qu'évidemment, tu vois, je me suis fait un peu mousser dans l'histoire, tu vois. Moi, je lui demandais rien. Il y a un journaliste, il est venu à la mairie et il m'a dit qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je lui ai dit ce que j'en pensais, que je travaillais là, mais c'était juste un contrat, tu vois. Et ben, rien que lui, il a vu ça, bon. Donc ça, tu vois, pour te dire le personnage, il y avait, en fait, la jalousie, elle dégoulinait sur lui, tu vois. Bref. Et le temps passe, et un jour, tu vois, bon, après, il m'avait fait pote sur Facebook, c'est tout, donc je l'avais en pote sur Facebook. Mais, tu vois, il me parlait pas trop, tout, et un jour, il me rappelle, il me fait, écoute, ma meuf, elle m'a largué. Mais toi, je te parle de ça, c'est des années après, tu vois, c'est-à-dire, il me lâche, et genre, 15 ans après, il me recontacte sur Facebook. Le truc de l'histoire qu'il y avait eu, là, il y a encore eu du temps qui est passé après l'histoire de l'article de journal. Et en fait, il me regarde dans Facebook pour me dire quoi? Ah bah maintenant que, en clair, c'était quoi le message? Ah bah maintenant que je me suis fait têche par ma copine et tout, que je m'ennuie, viens, on peut se capter. J'ai pas dit méchamment ni rien, en fait, tu sais, j'ai laissé traîner, tu vois, j'ai laissé choir. Tu sais, il a compris de lui-même, il était pas bête. Toi, je lui ai pas dit de but en blanc, ah, j'ai pas envie de voir ta gueule. Mais gros, tu disparais, certes, pour tes raisons qui te regardent, mais moi, t'es là, tu me recontactes, wesh, non, non, pas moyen. Mais tu vois, ça, c'est un deuxième pote que j'ai perdu. C'est un gars qui était cool en apparence. Et il n'y avait pas cette bizarrerie que je ressentais. C'est juste un gars, je pense, il s'est enfermé sur lui-même, mais on peut pas lui en vouloir. En fait, à un moment donné, son père, il a eu un accident vasculaire. Et j'ai l'impression, tu vois, moi, j'ai l'impression que ça a tout changé dans sa vie, en fait. J'ai l'impression que lui, il a pu être le même. Je l'ai beaucoup moins vu. Et puis quand je le voyais, je le sentais beaucoup moins présent avec moi, tu vois. Donc ça, c'est encore comment dire, un exemple comme quoi l'amitié, c'est pas quelque chose de solide. Et ces événements-là font que tu as de plus en plus de mal par la suite à te projeter dans l'amitié. Et tu te dis, bah, en fait, il faut être avec les gens pour faire du business, et ou bien passer le temps, tu vois, ou bien X, Y, Z, mais quelle raison tu veux. Mais voilà, donc en fait, c'est ce genre d'événements profonds, tu vois, des prises de conscience sur les amis, bah, par exemple sur le travail. C'est pareil. Quand tu connais pas le monde du travail, tu te fais une mauvaise image, par exemple, quand tu es jeune, de ce que vont t'en dire, par exemple, tes parents. Moi, si tu veux, quand j'étais jeune, j'entendais mes parents parler de ce qui leur arrivait au boulot. Ma mère, elle se prenait la tête avec X ou Y, tu vois, elle était secrétaire et machin, et elle se prenait la tête avec la secrétaire de l'autre bureau, et machin, et bidule. Et puis lui, mon père, c'était pas ça, il avait pas des embrouilles comme ça. Mon père, lui, c'était plus genre, il faisait des horaires impossibles, travaillait comme un dingue et tout, et c'est lui qui voulait, tu vois, on le forçait pas, tu vois. En fait, mon père, il répondait à 3 heures du matin à son patron, et ci, et ça, tu sais, il était vraiment ultra focus sur ce job. Et donc moi, si tu veux, j'avais ces images-là, mais c'était pas les miennes. Et donc du coup, je pense que par compensation, je m'étais convaincu que c'était pas si mal que ça, parce que tellement j'avais entendu de trucs qui n'étaient pas les miens, qui étaient l'expérience des autres. Bah, au début de mon expérience de travail dans la vie, j'ai plutôt vu le travail comme quelque chose de positif. Et quand je te dis travail, je te parle pas du travail en tant qu'entrepreneur, tout ça. Je te parle de travailler dans des boîtes, avec des salariés, des patrons. Toi, tu es employé, voilà, bêtement et simplement. Et en fait, bah, tu vois, dans mes premières années où j'ai fait un peu d'expérience comme ça, je galérais, machin, tout, normal, quand tu es nouveau dans un métier, machin, mais en fait, je me dis, bah, tu vois, finalement, c'est pas si mal. Et c'est seulement avec le temps, tu vois, que les années ont passé et que je me suis fait un autre regard sur le monde du travail, le mien, en fait. Le mien, pas celui que j'ai entendu.
Et c'est la même chose de ce que je te dis des amis, que ce que j'ai vu, comment les amis, ils se sont devenus, tu vois? Et les copines, je t'en parle même pas. Eh bien, la réalité, elle est que il faut se faire son propre opinion. Tu vois? Tu te fais ta propre opinion parce que tout ce que tu vas entendre de X, Alphonse, Y, machin, bidule, OK, tu entends tes parents parler du monde du travail, tu vas regarder la télé, ils vont te montrer c'est quoi JR, qui fait des magouilles dans Dallas. En fait, si tu veux, la réalité, c'est celle que tu vas vivre de ton expérience et c'est celle-là qui va te permettre de te forger une conviction profonde, un peu comme si tu étais dans un tribunal. En fait, on est comme des jurés qui devront prendre position sur des sujets. Tu vois, tu dois prendre position sur l'amitié parce que de ça va dépendre de ton jugement que tu en fais, du concept. Qu'est-ce que tu vas agir après? Si tu te dis, ouais, l'amitié, ça, c'est bidon, machin, bidule, bah forcément, tu vas agir d'une telle manière, etc. Donc, en fait, c'est avec un certain nombre de preuves que tu vas accumuler, comme si tu étais juré un procès, quoi. Quand tu as un procès, on te dit, tu es juré, machin, tu sais, tu es obligé d'y aller, machin. Et bah, avec ce qu'on va te dire, mais c'est des oui-dire, si tu veux. Mais en fait, ce qui est bien dans la vie, quelque part, c'est que c'est plus que des oui-dire. C'est toi, si tu veux, l'homme que je suis aujourd'hui, et les concepts auxquels je crois, les valeurs auxquelles je crois, machin, c'est pas des oui-dire que j'ai entendu de preuves rapportées, c'est moi qui l'ai vécu. Par exemple, quelqu'un, il va te parler de son métier, mais il pourra toujours mieux t'en parler qu'un bouquin ou je sais pas quoi. Moi, voilà, je suis devenu méchant bah, parce que sur un certain nombre de méchants envers certains sujets. Je suis devenu méchant envers le monde du travail, mais parce que j'ai vu des choses qui étaient hallucinantes. Le monde du travail, si tu veux, n'a qu'une seule règle. C'est chacun fait ce qu'il veut, en fonction du pouvoir qu'il a. Si tu es chef, bah, tu as un certain pouvoir. Mais si tu ne l'es pas, bah, tu n'auras pas le pouvoir de faire les mêmes choses. Et c'est juste ça, en fait. Je veux dire, ça veut dire que si toi, tu es dans le sillage de quelqu'un qui a du pouvoir, eh ben, tu es directement sous le joug de sa bonne volonté. Et effectivement, soit c'est quelqu'un de mauvais. Parce qu'en fait, je te donne un exemple, mon père il a réussi à devenir chef d'équipe, tout ça. Il était apprécié parce qu'en fait, il était humain, il essayait d'être juste. Et c'était vraiment, voilà. Donc en fait, moi, j'étais aux premières loges de voir ce que c'est qu'un bon chef, quoi, tu vois. Parce que bah, mon père en faisait partie, tu vois. Il traitait bien les employés, ce qu'il avait à sa charge. Il avait une vingtaine, je crois, de salariés de maintenance d'usine sous sa coupe. Et donc, il était cadre, quoi, tu vois. Et il a commencé au bas de l'échelle aussi, tu vois. Il a commencé, il était électricien, tu vois. Il est monté dans l'entreprise, etc. Mais moi, je suis tombé sur d'autres profils. Quand j'ai travaillé à Paris, je suis tombé sur des profils. Mais en fait, c'est des fils de rien du tout, quoi. Et les mecs, ils valent rien. Moi, je te donne un exemple, parce que c'est encore pareil, c'est bien beau de parler. Mon premier poste à Paris en tant que développeur informatique, c'était dans une boîte qui faisait des logiciels d'expertise d'assurance, et c'était costaud. C'est de la grosse boîte, tu vois. Et en fait, quand tu travailles sur ce genre d'open space, tu as ce qu'on appelle un DSI. C'est le directeur du service informatique. Le DSI, si tu veux, c'était un gros bœuf. Il faisait 1m95 à 90-95, large comme je sais pas quoi, comme une armoire à glace, et avec une grande gueule. Mais au départ, je me suis dit, ouais, c'est juste un mec un peu comme ça, fort en gueule, mais ça se trouve, il est bon, justement. Toi, quand tu vois un profil comme ça arriver, tu dis, ouais, il en impose, il a une grande gueule, il arrive, machin, mais ça se trouve, il a grand cœur derrière. Que nenni! Il avait un profil de dégénéré. Un coup, une fois, il m'a défoncé pour rien en plein milieu de l'open space. Tu sais quoi? Il m'a fait quitter le boulot. Tu sais ce qui s'est passé ce jour-là? Il m'a tellement aboyé dessus pour rien. Eh, je te jure, mais tu sais, tu me croiras pas. Mais pour rien, il n'y avait aucune raison. Mais en fait, le mec, il a pris un détail du quotidien pour en faire une raison à son esprit, pour m'aboyer dessus devant tout le plateau, à un tel point, tu vois, j'étais dégoûté. À tel point, je veux dire, j'étais dégoûté, tu ne le croiras pas. Mais je me suis barré de la boîte. En fait, il m'a aboyé dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes affaires, je me suis cassé. Je suis rentré chez moi. Ni plus ni moins. Après, tu vois, comme c'est des boîtes où on s'en fout un peu de tes horaires. Enfin, c'est pas quand on s'en fout de tes horaires, machin, mais si tu veux, ils se sont même pas inquiétés, tu vois, trop, quoi, tu vois. Parce que, tu vois, je crois qu'on n'était pas loin de la fin, tu vois.
Genre, bon après, voilà quoi, normalement ils doivent s'inquiéter si tu te barres comme ça. Mais bon, je sais pas ce qui s'est passé. Mes souvenirs, ça commence à être lointain, hein. Tu vois, c'était vers 2017 par là, tu vois. Mais ouais, ça va bientôt faire 10 ans, tu vois. Mes souvenirs commencent. Mais une chose est sûre, je me suis barré et tellement il savait que j'avais raison. Et tu vois, il pouvait pas dire genre machin ou je sais pas quoi devant lui, tu sais. En fait, c'était ma réponse, si tu veux. C'était ma réponse à sa débilité. Il était débile, agressif, et je savais qu'au corps à corps, j'allais perdre. Donc, j'allais pas m'engager dans un truc comme ça à la con, où en plus, je risquais de me faire virer ou je sais pas quoi. Mais j'ai fait. Ça, c'est le premier truc de ouf que j'ai vu dans ce poste-là. Deuxième truc de ouf, à un moment, je tombe assez gravement malade. Ok. Donc, quand je reviens, j'avais plus le moral. Tu vois, parce qu'en fait, je suis tombé malade, et je suis allé à l'hôpital, etc. J'ai eu une petite intervention, pas grave, si tu veux, dans le sens où c'était pas genre j'allais mourir ou on m'avait donné un médoc, tu vois, qui n'allait pas trop. Et en fait, j'étais plus qu'une loque, en fait. Et j'ai vu, il y a personne qui a essayé de me relever, il y a personne qui s'est intéressé à moi. En fait, Paname, c'est. Bon, je travaillais à Colombe, mais ça a beau être Colombe ou pas Colombe, en fait, c'est Paname ou pas Paname, mais c'est la France en tout cas. Et moi, qu'est-ce que j'ai constaté? Mais j'ai constaté que tout le monde s'en battait les couilles. Toi, t'es là, les gens le savent. Les gens savent que t'es. Tu sais, moi j'avais été clair, je l'ai dit ce qui m'arrivait. J'ai dit là, ça va plus quoi. Les gens s'en tamponnaient et moi j'étais. Tu sais, j'avais les larmes aux yeux, tu vois, j'étais pas bien. Moi j'étais tout seul en plus, j'avais rien, j'étais parti là-bas, pas rien. J'arrive, voilà, juste, je sais qu'il y a du boulot à Paname, j'arrive à Paname. Voilà. Moi, tu sais, ça n'a pas été simple, hein, ma reconversion professionnelle entre intérimaire et développeur informatique. Parce que moi, j'étais juste un intérimaire, tu vois. Et je me décidais un beau jour de devenir développeur, tu vois. Et j'y suis arrivé. Mais je peux te garantir que ce chemin-là, je ne l'oublierai jamais, tu vois. Mais c'est ça aussi qui m'a forgé, tu vois. Je pense aussi que c'est ça qui m'a fait devenir JR, tu vois. Parce que je suis allé me confronter au pire de tous les humains, tu vois. Dans ces endroits-là, tu peux pas savoir le nombre de connards que j'ai croisés, de méchantes personnes. Les gens, ils étaient tous méchants. Pourquoi? Parce qu'il y avait le phénomène de groupe. Tu vois, c'est le genre de boîte où, si tu veux, ça fait des grands open space et tout le monde se voit. Tu vois, c'est pas comme si tu as des bureaux séparés et tu vois pas ce qui se passe dans les bureaux. En fait, il n'y a pas de mur. C'est ça un open space. Ça fait que, en fait, tu as environ une cinquantaine de personnes qui savent très bien qui est qui, dans quoi, dans quel projet ils travaillent. Après, tu te vois à la machine à café, ça parle, machin. Donc en fait, il y a une espèce d'effet de masse, en fait, où toi, tu arrives, si t'as pas d'allié, putain, t'es dans la merde. Et moi, j'avais pas d'allié parce que j'étais arrivé dans un projet où je travaillais à distance avec une boîte qu'eux avaient rachetée. Si tu veux, ils avaient racheté une boîte de Montpellier et le gars qui était dedans, machin, je travaillais avec lui, tu vois, mais lui, il travaillait depuis chez lui. Donc moi, si tu veux, j'avais pas d'allié sur place. Dans l'open space, j'étais seul de mon projet. Et ça a été la période la plus dure professionnellement de toute ma vie, quoi. Parce que là, le poste, il a quand même duré 1 an, tu vois, à tel point qu'à la fin, je venais quémander d'autres projets. Alors, j'avais réussi à m'incruster dans le projet dans lequel je n'étais pas venu pour. Parce que moi, si tu veux, j'étais envoyé par une SS2I. C'est une SS de type informatique. Si tu vois que quand tu es intérimaire pour des boulots comme informaticien, tout ça, on dit pas intérimaire, on dit consultant. Tu vois, c'est la version un peu, mais le principe est le même. Tu as une boîte, là, sauf que c'est pas Adecco, ni Manpower, ni machin, c'est une société de service. Et moi, c'était une société machin qui était spécialisée dans le développement .NET. Bref, qui elle était à Boulogne-Billancourt. Eh ben, cette boîte-là m'envoyait faire des missions. Et la première mission dans laquelle elle m'envoie, c'est celle-là. Et pour une mission longue, en fait. Et j'avais pas le choix, je devais accepter, même si ça me plaisait pas. Et je pouvais pas dire, ouais, j'en ai marre. Tu sais, c'est pas comme un Manpower où t'appelles Manpower, dis donc, ça me plaît pas, trouve-moi autre chose. Non, non, ça marche pas comme ça, l'informatique. Parce que là, à la différence d'un intérimaire, t'es payé que t'aies du boulot ou pas. Parce qu'en fait, t'es embauché par la boîte, par la société de service, et même si elle te trouve pas de mission, elle te paye à la fin du mois. Donc ça veut dire que tous les jours que tu passes sans mission, c'est eux une perte sèche pour eux. Donc ils détestent les SS2I, mais putain, ils détestent que t'aies pas de mission. Quand t'es là, parce qu'après, quand t'as pas de mission, t'es dans les locaux avec les dirigeants à jouer au baby. Mais c'est genre où on joue au baby avec des sous-entendus. Alors mon petit, c'est quand c'est mon petit bonhomme, c'est quand tu vas trouver une mission. Parce que toi, ils t'en présentent, mais des fois ça foire. Tu sais, des fois ils te font faire des petits entretiens comme ça et ça marche pas. Donc là, comme moi, j'avais la chance d'avoir rapidement trouvé pour ce premier poste une entreprise. Bah, premièrement,
je suis obligé d'y aller les yeux fermés sans essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière parce que c'était trop inespéré. Et que ensuite, une fois que tu es dedans, tu dis pas ouais, je me plais pas. Ou si, tu peux, mais il faut vraiment des raisons solides, machin. Et tu vois, genre, tu peux pas dire comme raison, bah non, les gens, c'est des enculés. Bah non, parce que c'est des enculés, c'est pas que c'est des enculés, c'est qu'en fait, ils se retrouvent dans une situation où eux, ils sont tous interconnectés dans une espèce de truc où toi, t'arrives, t'es timide, et t'arrives pas à te. Tu sais, t'es un peu comme une merde, quoi, parce que t'es là, tu sais pourquoi tu bosses, t'as ton ordi, tu sais pourquoi tu fais tes trucs, mais en dehors de là, quand tu vas à la machine à café, les gens, ils savent pas qui t'es. Et ils s'en branlent. Que malade, pas malade, que l'autre, quand il m'a engueulé, mais qui a pris ma défense? Bon, après, c'est vrai que le grand patron du plateau se met à aboyer sur toi. Mais en plus, il n'y a qu'à moi qui faisais des trucs pareils. On l'a jamais vu faire des choses comme ça pour autrui ou je sais pas quoi. Mais je te dis, attends, tu veux pas savoir la suite? Eh ben, il s'est fait virer, ce mec-là, quelques mois plus tard, pour malversation financière. Grosso modo, il claquait, il jetait le pognon par les fenêtres. Donc, ils ont dit, oh Coco, on va arrêter ça. Parce que le DSI, tu vois, c'est ça la difficulté, la grande difficulté du travail d'un DSI, j'imagine, c'est la gestion financière. Parce qu'en fait, voilà, les dépenses, c'est directement bah, quel consultant tu prends, machin. Et en fait, moi, ce qui m'a fait vraiment halluciner, c'est que tous les gens qui étaient là-dedans, ils essayaient de me mettre des bâtons dans les roues. C'était vraiment impressionnant dans le sens où là, ça y est, t'es dans Dallas. Parce que je voyais ni mon DSI, ni les gens avec qui je bossais de près ou de loin, parce qu'il y a quand même des gens qui circulent. Tu vois, il y a quand même, même si moi je suis pas en rapport avec eux, j'ai quand même à un moment croisé d'autres intervenants, si tu veux, quand même. Parce qu'il y a quand même de l'interjection de projets, tu vois, ou de temps en temps. Ben, en fait, soit tu es capable de t'auto-gérer, ce que je n'étais pas capable à l'époque. Et c'est ça qui est différent avec aujourd'hui, c'est que justement, aujourd'hui, l'homme que je suis, je serais capable de faire ce que je n'ai pas su faire à cette époque-là. C'est-à-dire là, en fait, si tu veux, tu faut compter sur personne. Et tu fais ton truc, tu avances et tu te méfies. Et là, je m'étais pas méfié aussi parce que, par exemple, je te donne un exemple. Je m'étais incrusté dans un projet qui n'était pas le mien, dans ce truc-là. Et ça a rendu jaloux tout le monde. Parce qu'en fait, les gens, ils se sont dit, mais qui c'est celui-là de nulle part qui débarque et qui s'incruste dans un projet de haut niveau, enfin de haut niveau. C'était un projet qui me permettait de plus être seul dans mon coin. J'ai demandé la permission, tu vois, quand même, au chef de ce projet-là. Bah tiens, j'ai déjà travaillé sur, en train de déployer un logiciel, il y avait un budget de 200 000 euros. Il était en train de déployer une solution documentaire avec BDoc. Bon, bref, tu t'en bats les couilles, mais bref. Et moi, je m'incruste là-dedans. Je dis, bah tiens, j'ai déjà travaillé, quand j'étais en mission à Lyon, j'ai déjà travaillé sur ce truc, sur le logiciel-là, j'étais développeur sur ce logiciel-là. Donc moi, si tu veux, je peux t'aider. Et lui, bah oui, lui, il a accepté. C'était putain, super. Je vais récupérer quelqu'un gratuitement, machin, parce que je suis déjà sur place. Et donc, en clair, ça veut dire que je m'ennuie. En plus, ça n'a pas été apprécié parce qu'en clair, ça voulait dire que je m'ennuie un peu avec ce que je fais actuellement. Bah, ce qui était un peu vrai. Parce que moi, le problème, c'est que le gars, il n'était pas sur place et il était un peu spécial. Bon, je n'en dirai pas plus parce que ça nous ferait rentrer dans d'autres circonvolutions qui sont inutiles aujourd'hui pour le propos. Mais globalement, c'est vrai que j'ai été mal vu, premièrement, pour ça, par la direction. Mais la direction, devant l'insistance du chef de projet du truc là, nouveau, bah, il s'est laissé tenter par le truc. Et moi, je me suis dit, c'est cool. Tu vois, moi, je vais monter un peu en compétences, machin. Moi, j'ai fait le. Tu vois, j'ai cru que de proposer mon aide, ça allait être bien vu. Bah, devine quoi? Ça s'est retourné contre moi. Non seulement les mecs de mon équipe, ils me voyaient pas du tout comme une aide ou je sais pas quoi. Ils me voyaient comme un enculé. Parce que, en fait, je me suis retrouvé dans une équipe avec un grand lascar, un Écossais de 2 mètres de haut, un vrai psychopathe. Le mec, il s'est fait virer d'ailleurs. Le problème, c'est que moi, je savais pas qu'il allait se virer. Quand il y a un mec comme ça et que tu es avec lui, qui est dans ton équipe et que c'est un psychopathe, bah, tu te dis, c'est avec lui que je dois bosser. Tu sais, tu te dis pas, ouais, le mec, il est tellement psychopathe, d'ici 2 semaines, non, moi, je croyais que les gens le savaient et qu'ils acceptaient qu'il était comme ça, mais il était tellement psychopathe, on a failli se battre, moi et lui. Tu sais quoi, il m'a tellement pris la tête. À un moment donné, tu vois, j'étais assis là, lui il était assis là, je me suis levé de ma chaise et je l'ai tapé un grand coup en passant, tu vois. Je vais aux toilettes, mais en passant, je mets un grand coup dans sa chaise. Même lui, tu sais quoi, il était subjugué. Il en revenait pas. Parce que là, on savait tous les deux qu'il était plus fort que moi. Mais même ça, tu vois, je vais dire un truc, même un mec qui est plus fort que toi, quand il te fout la haine, tu vois, ça a beau être Mike Tyson, ça a beau être n'importe quoi, ta rage, elle est tellement puissante que tu t'attaquerais à un buffle en face. Et c'est exactement ce qui s'est passé le jour-là. Il m'a tellement fait chier. Le mec, il me harcelait, mais c'était Jack Nicholson, le mec, tu vois. Pourtant, moi, j'avais voulu intégrer son équipe pour l'aider.
Mais voilà, lui, lui, si tu veux, il s'occupait de l'infra. Lui, il s'occupait que de la partie infrastructure. C'est-à-dire que lui, son rôle, bah, c'était de pourvoir à tout ce qui était serveur, tutti quanti, tu vois le délire. Donc lui, il était bon là-dedans. Ça, il n'y a pas de problème. Là-dedans, de ce que je voyais, il avait l'air de toucher son sujet. Mais humainement, putain, j'avais même pas le droit de bouffer ce que j'avais envie de bouffer. Même ça, tu vois. Ouais, tu sais, j'avais amené 2 bananes pour bouffer. Le gars, il m'a pris la tête. Mais putain, mais si j'ai envie d'emmener 2 putains de bananes pour bouffer, ferme-la. Mais tu peux rien faire parce que ces gens-là, ils sont des psychopathes, tout simplement. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu ce phénomène-là où je me tape dedans avec lui. Il se commence à se sentir mal, je sais pas quoi, il est absent. Et de ce que je comprends, c'est qu'il a commencé, à mon avis, à se prendre la tête avec son dirigeant. Parce que lui, son dirigeant, c'était le dirigeant de l'équipe infra. Toi qui est juste en dessous du DSI. Et lui, c'était un bon gars. Lui, c'était un mec qui était posé, calme. Toi, lui, franchement, c'est un mec, il m'a toujours respecté, tu vois. Et tu vois, comme quoi, il n'y avait pas que des connards là-bas. Le responsable de l'infra de cette boîte, ah, je peux dire son nom, c'était la boîte Stellian à Colombes. Enfin, pas le chef de l'infra, qui était là-bas à l'époque, vers 2017. Ouais, c'était un des rares mecs bien qu'il y avait là-bas. Parce que par exemple, mon chef, le mec qui était entre moi et le DSI, justement, bon, c'est un mec qui faisait que des sourires, mais il était zéro. En fait, le mec, des sourires et des machins, mais je ne le voyais pas. Et surtout, il m'apportait aucune aide infrastructurelle entre moi et mon binôme technique. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans les pattes d'un binôme technique qui lui-même m'avait imposé à lui. Si tu veux, le problème, c'est qu'on m'avait imposé le binôme dont je te parlais, qui travaille depuis chez lui, et moi, je travaillais avec lui par téléphone, tu vois. Mais lui, on m'avait imposé un peu à lui. Donc, si tu veux, ça pouvait pas coller. Mais en plus, quand tu as ton propre chef qui s'en bat les couilles, machin, tu comprends pourquoi j'ai pété les câbles et que j'ai voulu rejoindre un projet. J'ai entendu parler du projet à la machine à café, tu vois. Je dis, ah ouais, vous êtes en train de monter un projet BEDOC, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait du BEDOC dans une boîte, dans une mutuelle à Lyon, pas de problème, machin. Mais ça s'est retourné contre moi parce qu'après, il y a eu cette histoire avec ce grand écossais, là, ce grand psychopathe qui s'est fait, tu vois, donc il s'est fait virer juste après. Rends-toi compte, j'ai failli me battre avec lui en plein plateau, tu vois. C'est ça le monde du travail. Le mec, il m'a mis. C'est quoi, il m'a fait. C'est comme ceux qui se font bully à l'école, tu vois. Il y en a, ils se font bully pendant des mois et tout. Et toi, tu sais, moi, je pouvais pas imaginer que ça arriverait sur le monde du travail. Parce que c'est la première fois. J'ai déjà travaillé dans pas mal de trucs. Donc, si tu veux, c'était mon premier poste dans l'informatique, mais pas mon premier poste tout court. Toi, j'avais fait plein de trucs dans ma vie. Mais je m'étais jamais fait bully vraiment par un collègue. Et moi, si tu veux, j'étais pris de court. Parce que toi, j'étais seul dans une boîte avec 100 vraiment de, de, de personnes sur qui m'appuyer, tu vois. Des points d'appui vraiment concrets et utiles, si tu veux. Comme tu peux avoir dans certaines boîtes où, par exemple, genre, tu t'es fait pissonner, le gars, c'est peut-être un ami de ton père, ou soit tu es dans une boîte où tu as 2-3 potes vraiment sur qui compter, ou. Tu vois ce que je veux dire? Un endroit où vraiment tu as de l'assise. Mais là, j'avais aucune assise, et je me retrouve à me faire bully par un gars, et ce que j'aurais dû faire, à la limite, c'est aller voir son supérieur à lui. Mais en fait, on n'ose pas faire ça. Alors que lui, il s'en est aperçu que c'était un connard. Ah, il a pas traîné. En plus, lui, il était consultant, j'imagine. Donc, consultant, tu gicles à une vitesse. C'est un truc de baiser du cerveau hein, aussi. Hein. Ça, c'est vraiment. Je vais baisser la vitre. Ouais, c'est un truc de baiser. Franchement, je commence à avoir chaud. C'est un truc vraiment de ouf. Comment tu peux gicler comme t'es consultant, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé après. Hein. J'ai giclé comme une merde. Mais bref, lui, comme donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je serais allé voir le chef de ce gars-là en lui disant putain, il me harcèle, mais vraiment méchamment, quoi. Mais je sais pas du genre des remarques sur. Non, mais le gars, il me lâche pas la grappe. C'est tout le temps, en boucle. En fait, m'avait pris pour son souffre-douleur, wesh, tranquille, quoi. Pas de problème. Et puis moi, comme un con, ok, tu vas me dire que ouais, finalement, t'as bien été valeureux de le pousser comme ça et de lui montrer que. Parce que là, franchement, le gars, il a été choqué. Il aurait jamais cru qu'un truc comme ça aurait pu être possible. Parce que je me suis levé et j'ai mis un grand coup dans sa chaise. Et ça, c'est vexant, tu vois. Ça, c'est l'humiliation totale parce qu'avec, il y avait le petit troisième de l'équipe, en dehors de notre chef. Tu vois, c'était le petit jeune, le petit Alexandre, qui était lui une espèce de stagiaire, si tu veux. Et. Enfin, stagiaire, oui et non. Oui, c'était un stagiaire, mais qui était envoyé par Capgemini. Une grosse SS2I. Et lui, si tu veux, il a assisté à ça. Non seulement je l'ai humilié, mais je l'ai humilié devant un bisu, devant un stagiaire. D'ailleurs, qui m'a bien cassé les couilles, hein, parce qu'il posait tout le temps des questions à la con. Et je me dis, mais putain, si j'étais resté dans mon coin, ça aurait été 1000 fois mieux. Je me serais pas tapé les questions bêtes d'Alexandre, parce qu'en fait, lui, il est envoyé par Capgemini,
Monsieur savait rien faire. Monsieur posait des questions comme un bébé de 5 ans à l'arrière d'une voiture. Mimi, mais je dis, mais putain, mais lâche-moi. Bon, à l'époque, ChatGPT n'existait pas, mais j'aurais pu lui répondre. Putain, mais je suis pas ChatGPT. Mais le mec, tu vois, il était casse-couille. Quand on allait en pause, on parlait de trucs, de roulettes, de livres, il aimait bien la littérature, pas de problème. Mais en fait, le mec, il était trop vierge au niveau travail. Et quand t'as un mec comme ça dans les pattes, putain, En fait, en plus, moi, je dis, je suis pas censé... Arrête de me poser des... Va voir ton responsable. Il y avait un chef de projet. Mais devine quoi? Il nous laissait nous démerder. Tu vois, la plupart du temps, il mettait Alexandre sous ma juridiction, en fait, presque, quelque part. Et en fait, je me suis mis dans le métro. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de cette putain de... Parce qu'après, en plus, je me suis fait virer comme une merde. Ouais, bon... Mais ils l'ont regretté. Parce qu'après, ils ont voulu me rappeler, tu vois, mais c'était longtemps après, parce que justement, le gars avec qui je bossais était tombé malade. Bref, une histoire assez compliquée, mais à la fin, ils l'ont regretté de ne plus m'avoir pris, parce que j'étais le seul à avoir les données après. Pour avoir travaillé avec le gars, parce qu'il est gravement tombé malade, et moi, c'est le dernier. Moi, je suis le dernier à avoir travaillé avec lui, tu vois. Donc, ils étaient bien contents de me rappeler, et ils m'ont fait rappeler, tout ça, mais après, ça n'a pas duré, parce que quand le Covid est arrivé, ils ont dû se séparer de tous les extérieurs, de tous les externes. Mais ce que je veux dire, c'est que, globalement, de cette première année que j'ai passée dans cette boîte-là, j'ai appris que si tu veux aider ta boîte, si tu veux monter en compétences, tu risques de te mettre des gens à dos. Parce que non seulement je me suis embrouillé avec l'Écossais, ça a failli partir en cacahuète de ouf, et il m'a fait chier pendant plusieurs semaines, tu vois, donc c'était franchement difficile. J'avais monsieur, donc petit Alexandre, là, qui me fait chier aussi, tu vois, et je me dis, mais merde, et donc, tu vois, ça, c'est le genre de prise de conscience que seule la vie peut te montrer. Parce que je suis sûr que si tu en discutais à l'école avec un prof, ou si tu en discutais avec quelqu'un de cette éventuelle situation, il te dirait ouais, c'est bien comme initiative. Oui, c'est bien d'aller demander d'incorporer un autre projet parce que. Mais non, mais en fait, il faut retourner la situation dans ta tête quand tu fais ce genre de choses en disant mais comment ça pourrait être perçu que je fasse ça? Bah, déjà, premièrement, c'est perçu que ça veut dire que je m'ennuie déjà dans le truc pour ceux sur lequel je suis payé. Mais moi, je dis, écoutez, il me reste un peu de temps. Mais moi, j'avais besoin d'une bouffée d'air. Mais des fois, la bouffée d'air, c'est plutôt un retour de flamme. Moi, si tu veux, j'avais besoin d'une petite bouffée d'air par rapport à ce que je vivais, mais je n'avais pas besoin de quelque chose de pire que ce que je vivais. Bah, c'est ce qui m'est arrivé. Tu vois, j'étais dans un truc qui m'énervait un peu parce que c'était un peu machin. Donc, j'ai voulu améliorer ça, mais je me suis retrouvé dans une situation pire. Et c'est peut-être pour ça qu'à la fin, ils m'ont pas gardé, tu vois. C'est peut-être à cause de moi, tu vois. Mais bon, après, c'est pas grave. Quand tu es consultant, ta boîte, elle t'enlève, elle te remet ailleurs. En fait, c'est très facile de placer un consultant. Un consultant, si tu veux, c'est un homme à tout faire. Il va dans ce projet A, Y. Tu peux avoir du poids quand tu es consultant, quand tu as pris de la valeur sur un projet particulier et que puis ça, des fois, c'est bien. Franchement, consultant, des fois, ça marche et ils t'embauchent à la fin. Tu sais, souvent, les consultants, ils se font embaucher hein, par les boîtes. Et du coup, la SS2I qui t'a envoyé, elle reçoit une prime, je crois, tu vois. Donc, tu sais, c'est pas toujours mal. N'écoutez pas ce que je dis dans le sens où il se plaint des sociétés de services et tout en une. Non, déjà, moi, j'ai appris des trucs de fou au niveau technique. Si tu veux, moi, j'ai fait 3 ou 4 missions en tant que consultant. Mais putain, j'ai trop appris. J'ai trop appris sur le monde du développement, mais 1000 fois plus que par la suite dans certains postes ou qu'à l'école ou en stage ou n'importe quoi, je m'en fous quoi. Tu vois, tout ce que tu veux, tu pourras me sortir. Mais consultant, quand tu es envoyé à droite, à gauche, parce que j'ai appris des choses, n'empêche. C'est vrai, quand on prend vraiment techniquement, parce que moi j'avais, c'est ce que j'allais faire, moi, j'allais discuter avec tous les gars techniques, tu sais, les mecs un peu qui parlent à personne, mais qui sont à fond dans leur clavier, tu vois. Tous ces mecs-là, j'allais leur parler, je dis, bah tiens, explique-moi ce que tu fais. Donc l'autre, il me dira, tiens, moi je fais du Java, machin, tu vois. Donc je discutais avec tous les gens du plateau, sa mère. Moi, si tu veux, moi je suis un gars, je venais de nulle part, je venais d'un trou du cul de la province. Et j'arrive à Paris dans des plateaux de malades avec, je sais pas comment agir, mais j'aurais pu mieux faire, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'il n'y a pas de pitié. En fait, j'aurais dû me comporter comme JR là-bas. Qu'est-ce qu'aurait fait JR Ewing à ma place? Bah, il serait arrivé, il aurait dit, ok, j'ai un taf qui est un peu casse-couille, mais c'est tout, je ferme ma gueule. C'est une bonne planque. Je ferme ma gueule parce que c'est vrai, je m'ennuie. En fait, le problème, c'est que je m'ennuyais, quoi. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire. Le binôme, il parlait peu. Déjà, quand il parlait, je comprenais pas ce qu'il disait. Il parlait dans sa barbe, encore en plus. Tu vois, pour te dire, c'était vraiment la communication très compliquée, tu vois. Et du coup, j'aurais dû prendre ça comme étant une bonne planque et que je ferme ma gueule. Parce que, en fait, j'aurais dû avoir cette capacité de me dire, ok, personne te connaît trop, ça va. Mais le problème, c'est qu'une fois que je me suis retrouvé dans ce projet-là,
ça a fait comme une espèce de commérage dans tout le plateau. Bon, je pensais pas que ça allait faire ça. Mais ouais, ça fait un énorme commérage. Tous les gens, ils se sont dit, mais pour qui il se prend celui-là? Parce qu'en fait, ça a été perçu comme une montée en grade. Tu sais, j'étais le petit gars dont on savait pas ce qu'il faisait, qui était tout seul à son bureau. Donc j'étais dans mon bon droit, si tu veux. Mais à partir du moment où j'ai fait cette demande pour incorporer un projet qui n'était pas le mien et un projet de grosse envergure qui me faisait faire des réunions, qui me faisait voir du monde, une vague de haine, mon pote. Donc qu'est-ce qu'aurait fait J.R. Ewing? Bah lui, il se serait pas mis dans un merdier pareil. J.R. Ewing, il aurait fermé sa gueule et il aurait vu quel est son profit. Bah, son profit, c'est de, tu vois, tranquille, tu fais ta petite... Avant, finalement, je me plaignais. Pourquoi? Parce que je m'ennuyais un peu, mais j'étais con de penser ça. C'est bon, t'as vu, j'ai été tombé malade, tout ça, donc je pense que ça a joué sur mon moral. Toi, c'était mon premier poste, j'étais tout seul, j'étais premier poste à Paris, en informatique, machin. Bon, j'avais déjà travaillé en informatique, mais ailleurs, tu vois, j'avais travaillé à Lyon, mais vraiment sur Paris, c'était mon premier poste. Et on peut dire que Paris, c'est un peu la Mecque de l'informatique, si tu veux. C'est là que vraiment, il y a vraiment les gros trucs. Après, il y a Lyon, Marseille, Bordeaux et Clermont-Ferrand, si tu veux, ou peut-être même Dijon, mais Paris, ça reste Paris, tu vois. Et pour mon premier poste, oui, j'ai commis des erreurs qui font que aussi j'ai vu ce que c'était que l'envers du décor. En fait, quand tu vas bien, tu vois jamais l'envers du décor. Mais en fait, ça, c'est l'envers du décor. Le poste là qui a été merdique, c'est l'envers du décor. Tu vois, toutes ces choses-là, forcément, vont former chez toi une espèce de vision des choses qui est peut-être fausse, tu vois, parce que ça reste qu'une vision. Mais c'est la tienne. Et moi, si tu veux, avec le temps, maintenant, j'agis comme ça. Maintenant, je regarde quel est mon intérêt. Et je sais une chose, c'est que il faut mieux faire profil bas. Tu es dans un poste, là, c'est ce que j'essaie de faire. Tu vois, je suis dans un poste, mais en fait, je sais qu'il ne faut pas faire trop profil bas parce que ça peut être aussi un contre-effet négatif. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, tu veux trop bien faire. En fait, il faut toujours être mesuré dans ce qu'on fait. Faut pas être, tu vois, aller dans les excès. J.R. Ewing, c'est quelqu'un qui va pas tout dire à un pote. Il va pas. En fait, si tu veux, il faut être mesuré dans ce qu'on fait. Tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau, tu vas devenir pote-pote, tu vas boire des coups, tu vas aller chez lui, reste mesuré. Tu restes, oui, ouais, ouais, on est potes, mais bon, tu sais, tu gardes un petit peu une espèce de sécurité mentale, et pareil, dans un poste, pareil, tu t'investis, mais pas trop. Là, du coup, j'avais deux activités. Tu sais, quand je me suis retrouvé à devoir participer à deux projets différents du jour au lendemain, et que, en plus, on me harcèle, que si, que ça va, et ben, en fait, du coup, bah là, je le vivais mal parce que j'avais plus de temps pour respirer dans mon esprit. Je m'étais mis deux projets au lieu d'un sur le dos, alors que personne ne me demandait rien. Là, c'est juste moi qui me suis foutu dans le merdier parce que j'ai cru que c'était un signe de l'univers. Quand j'ai vu l'autre qui crée un projet de toute pièce avec ce logiciel rare sur lequel j'avais déjà bossé par le passé à Lyon, moi, je l'ai vu comme un signe de l'univers. Ouais, c'est cool. Ça veut dire qu'il faut que tu fonces, mon gars. Ça veut dire que tu vas pouvoir te faire bien voir. Ouais, mais gars, ce que tu oublies, c'est que t'es que consultant. Consultant, si tu veux, c'est un espèce d'intérimaire. Et ben, ce genre de profil, faut pas faire le malin quand t'es comme ça. C'est ça le truc. T'es pas en CDI, je sais pas quoi, chez papa. Non, là, si tu veux, t'es sur un siège éjectable. Consultant, ils ont besoin de 48 heures de préavis pour te virer. Enfin, c'est pas vraiment que t'es viré, c'est prévenir la SS2I que toi, tu peux dégager. Et la SS2I, bon, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils te récupèrent, tu vas jouer au baby avec eux, tu rentres à la base, tu rentres au bercail de la SS2I, qui n'ont pas de mission, et on se retrouve ensemble à la boîte. Alors, entre guillemets, tu vas faire de la formation sur l'ordi, un peu de baby. Après, tu vas aller en entretien, tu vas faire des simulations, tu vas peut-être passer des certifications. Tu vois, tu as toujours de quoi t'occuper, mais t'es mal vu. Mais c'est pas si grave que de perdre un emploi, c'est juste que tu as perdu une mission. Mais il faut savoir que quand tu es dans une position comme ça, tu dois fermer ta gueule. Ça, c'est les trucs que tu apprends justement quand tu ne sais pas, parce que tu fais les erreurs. Moi, j'ai fait les erreurs tout simplement parce que pas la connaissance réelle des choses, bah, tu te heurtes à toutes les limites du truc, tu vois. Et je crois qu'on fait tous, bah, c'est toujours pareil pour tout en fait. Tu vas te heurter aux limites de ce qu'est l'amitié. Tu vois, tu sais, l'amour, c'est pareil. L'amour, on en fait tout un plat. L'amour, faire l'amour, avoir une amoureuse. Toutes ces choses-là, on en fait des montagnes. Puis avec le temps, ah, tu t'aperçois que tout ça, c'est pas bien intéressant, quoi. Tu vois, ça vole pas haut. Tu vois, faire l'amour, bon, ouais, d'accord. Oui, c'est bien. Oui, oui, je te dirais que oui, c'est bien de faire l'amour, mais c'est pas ça qui va transformer
comment dire, va tout transformer sur son passage dans ta vie et te voir faire la vie en rose. Oui, l'espace de 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure que tu fais l'amour avec ta conjointe, oui, ça va être merveilleux. Mais après, tu reviens à la réalité. Le boulot, bah, tu rentres chez toi à un moment donné. Ok, tu vas travailler, bah, tu rentres. Donc, si tu veux, même si tu es dans un boulot qui te plaît, machin, si tu veux, tout est limité finalement et qu'il n'y a pas de choses qui remplissent la vie de manière totale et qu'une fois que tu l'atteins, c'est comme un saint graal et y a rien n'est tu seras toujours invulnérable vulnérable dans la vie. Et je sais plus le mot que je voulais dire, mais tu seras toujours comment dirais-je, voilà, ça peut se passer bien pendant une certaine période de temps et puis après être moins bon pour toi. Tu sais, le bonheur, ça peut aller bien dans le boulot, puis il suffit que par exemple tu as un collègue qui s'en aille ou un chef qui soit changé ou que en fait les choses sont incertaines, etc. Et c'est tout. Et c'est ça qui fait que face à la compréhension de cette chose-là, c'est normal de te transformer en JR Wing. Et c'est ça qui est rigolo en fait. C'est ce on dépeint un comportement un peu comme ça de quelqu'un qui pense beaucoup à lui. En fait, tu vois, en fait, il pensait qu'à sa gueule, J.R. Ewing. En fait, c'était un peu ça son problème. C'est pas que c'était un monstre, tu vois, il assassinait pas les gens, il faisait des petits trucs. Tu sais, par exemple, il aimait pas son frère, Gary. Il a tout fait pour que Gary se casse de la maison alors qu'il était revenu après 10 ans d'absence. Il l'a mis dans une embrouille. Tu sais, il est là, il fait des trucs, mais en fait, le gars, il est calculateur pour que ce soit lui le gagnant. Mais ça, en fait, on est tous comme ça. On est tous des J.R. Wing. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi? Parce que tu comprends que, en plus, quand tu vas obtenir, t'en seras pas intouchable, ce sera pas un gain éternel, les choses sont temporaires. Mais tu as quand même envie de les obtenir. Toi, même si tu sais que c'est temporaire, tu es quand même bien content d'obtenir des choses et tu vois qu'en fait, et que tu peux faire un peu l'enculé. Parce qu'en fait, en vérité, avec la maturité, tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi de courber les chines, en fait? Ça sert à quoi? On te traite comme de la merde dans ce bas monde, en vérité. Quand tu es gentil ou ignorant. En fait, il y a deux choses. L'ignorance fait que les gens, ils te voient arriver. Donc, quand on dit, celui-là, il t'a vu arriver. Ben oui, celui-là, il t'a vu arriver parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience et qui est déjà dans un lieu ou dans une situation et toi, il te voit arriver en tant qu'ignorant. Toi, tu arrives dans la boîte, tu es ignorant, tu es machin. Comme quand je suis arrivé dans ce nouveau projet BDoc, là, j'étais tout là, tout ignorant, tout bidule, tout machin, tout, tout frais, tout, comme un vrai mouton prêt à tondre, tu vois. Et là, du coup, tu es la victime à chaque fois de ce genre de plan. Pourquoi? Tu sais rien et tu crois savoir. Parce qu'en fait, tu écoutes ton instinct, vu que tu n'as pas de données précises, tu n'as pas d'expérience passée qui te permettrait de formuler un jugement. Donc, le résultat des courses, il est absolument simple. C'est que tu es obligé de te tromper, puisque tu te bases sur. Toi, moi, mais les raisonnements internes que j'ai eus sur ce coup-là sont des raisonnements qui m'ont servi à prendre une décision, et on ne peut pas m'en blâmer pour ça, parce que j'avais pas de données qui auraient pu me dire, ouais, mais non, si tu fais ça, il va. Ou imagination. Dans la vie, on se dit, bon, bah voilà, si je prends si j'incorpore un nouveau projet, si je rentre dans un nouveau projet, bah, c'est mieux pour moi, point. Tu sais, mais non, en fait, c'était moins bien pour moi. Et ça, c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est que dans la vie, c'est pas parce que tu fais un truc en plus ou que tu veux faire. En fait, les intentions ne suffisent pas. C'est pas parce que ton intention est bonne que le résultat va être bon pour toi. Et c'est ça aussi qui fait que, bah, des fois, tu te dis, en fait, je vais vouloir faire le gentil, mais ce sera même pas perçu comme tel. Parce que c'est ça le problème. C'est que tu pourrais très bien avoir des scrupules et te dire, ouais, moi, je vais être un bon samaritain sur terre, machin. Mais le problème, c'est que les gens qui sont à destination de ta gentillesse risquent de même pas le comprendre. Pour en revenir à mon pote là qui m'avait lâché, moi, souvent, j'avais des discussions avec lui où je disais, moi, je suis cool, tu vois, je suis un peu peace and love. Toi, je me dis, ouais, faut pas profiter des autres et tout. Et lui, il me disait, ah non, mais putain, les gens, faut les carotter, tout ça. Et je comprenais pas pourquoi il disait tout ça, tu vois. Et je voyais que lui, si tu veux, il était vraiment, il était JR, tu vois. C'était JR et Wing, tu vois. Il s'en battait les reins, tu vois. Et moi, j'étais là et tout. Et en fait, c'est la naïveté dont je faisais preuve, tu vois. Je me rendais pas compte que, bah, ça n'existe pas, la gentillesse, justement. Tu vois, moi, j'essaie d'être sympa. Moi, je me rappelle, un coup, avec ce pote-là, il y avait une embrouille, tu vois, parce que je lui avais présenté un gars, tu vois. Et le gars en question avait fait des affaires avec mon pote. Il s'est fait carotte. Et c'est moi qui l'ai venu voir. Alors que moi, j'ai rien à voir dans l'histoire.
Je dis, ok, je te présente un gars, mais si après, par la suite, tu fais des affaires avec lui, wesh, moi, j'ai rien à voir. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé là. J'ai voulu faire le bon samaritain en présent. Alors oui, il y a un truc très important que je voulais dire. Une erreur que j'ai fait souvent, c'est de présenter des amis qui n'ont rien à voir ensemble, de les présenter. Faut jamais faire ça. Si tu rencontres un pote dans telle situation et un autre dans une autre, tu les fais pas se rencontrer dans un lieu ou pour faire pote-pote. Non, parce que ça marchera pas. Tu sais pourquoi? Ils vont arriver, ils seront déjà jaloux, en fait. Ils sont jaloux, tu sais pourquoi? Parce ils auront l'impression d'être en compétition. Et moi, souvent, je faisais ça. Je me dis, ah bah tiens, Alphonse, je vais te montrer Edgar. Ou Edgar, bah tu sais, finalement, pourquoi on ne traînerait pas tous les trois ensemble? Parce que tu sais, tu traînes avec l'un d'un côté, tu traînes avec l'autre de l'autre côté, et tu dis, ben bon sang de bonsoir, pourquoi on se réunirait pas tous? Ça marche pas, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est de la naïveté, pareil, c'est de la naïveté. En fait, tes potes, si vous vous êtes pas rencontrés dans le même cadre, eh ben, il faut que tu les vois séparément, dans ces cadres-là, mais tu les mélanges pas. Ça, c'est un bon conseil que je te donne. Et tu vois, tous ces trucs-là fait que si on te regarde te comporter, c'est parce que si tu te comportes à la lumière de toutes ces expériences que je viens de te dire qui t'ont fait monter en maturité, etc., on pourrait te regarder extérieurement comme un individualiste. Alors qu'en en fait, on sait bien que ce qui m'amène au business, en fait, c'est que le problème, c'est que si tu veux évoluer dans la vie, dans le business, il faut des relations. Et tu vois, c'est toute l'ambiguïté du truc. Si tu veux que c'est-à-dire qu'en fait, si tu es quelqu'un qui est un peu blasé par les choses, mais que d'un autre côté, tu as envie d'évoluer, et c'est tout le. En fait, la vie est bourrée de paradoxes comme ça, en fait. C'est des paradoxes où tu t'aperçois que oui, d'un côté, il faut que tu te renfermes dans la vie, mais il faut que tu te renfermes de certaines choses, en fait. De certains trucs qui pourraient soit être source d'erreur pour toi ou devenir toxiques, mais pas te fermer des bonnes choses qui pourraient te faire avancer. Et donc, c'est difficile de faire Enfin, c'est difficile, mais il faut. C'est-à-dire, il faut vraiment que tu te serves de ton expérience pour te dire, est-ce que là, cette chose-là, bah, ça va me hisser plus haut. Je vois tout de suite. C'est ça l'expérience, c'est ça la maturité. Mais le problème, c'est que la maturité te rend vachement sélectif. Et qu'à la force du temps, quand tu te retrouves comme moi, à l'âge où je suis, eh ben, tu n'arrives plus à construire grand-chose parce que tu sais tout de suite. Tu vois, par exemple, moi, de temps en temps, ça m'arrive de discuter à droite, à gauche. Tu vois, j'ai des gens, tu vois, des fois, quand je travaille avec des artisans qui vont venir chez moi, bah, tu vois, je discute avec eux. Ou quand je vais dans le magasin de jeux vidéo en ville, voir le gars, là, il a son magasin et on est un peu. C'est pas qu'on est potes, mais tu vois, on parle de jeux. Tu vois, mais je vois tout de suite, ça va pas aller loin. Tu vois, et en fait, je suis condamné maintenant. Parce que, en fait, au moins avant, j'avais certes des relations qui menaient à l'échec, des relations qui étaient toxiques parfois, mais au moins j'avais des relations. Parce que tu vois, vu que j'étais naïf, j'allais être dans de ça. Mais maintenant que je me retrouve comme ça, à être super sélectif dans ce que je fais, super sélectif avec qui les gens je vais traîner et machin, bah, je me retrouve un petit peu comme étant solitaire. Et c'est dur. C'est pour ça que je fais des vidéos YouTube, etc. C'est parce que ça fait du bien d'évacuer. Parce que c'est des réalités dont personne ne parle. Enfin, personne ne parle. C'est que c'est des réalités personnelles. C'est subjectif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certainement beaucoup de gens qui pensent comme moi, mais un peu différemment, ça se trouve. Mais en fait, l'idée que je veux dire surtout, c'est que les constats de la vie les plus âpres, les plus difficiles, forcément t'appartiennent. Parce que ce qui me rend enfin, ce qui a le plus de douleur à mes yeux pour moi, ne sera pas forcément la même chose pour toi. Oui, moi je trouve que c'est douloureux quand, par exemple, tu as le chef d'un plateau qui me hurle dessus devant tout le monde et que j'en suis à un point, je me barre de la boîte, tu vois, je me casse. C'est l'après-midi, tu vois, il devait être peut-être 16 heures. Hop, je me casse, je rentre chez moi, tu vois. Bon, ça aurait été 11 heures du matin, je sais pas si je l'aurais fait, tu vois, mais voilà, j'étais presque en fin de journée, je me suis en fait, devant lui, tu vois, je me suis cassé, tu vois, je suis parti, tout calmement. Ah ouais, tu gueules. Moi, je suis parti. En fait, le gars, il a dû halluciner, tu vois. Parce que c'était la seule chose à faire. J'allais pas m'embrouiller avec lui, il est déjà plus balèze que moi. En plus, c'est un DSI, directeur du service informatique. T'imagines? T'imagines, tu te bats avec, que tu sois gagnant ou perdant n'est pas la question, tu vois. C'est le fait que tu t'es battu avec quelqu'un au boulot. Bah là, ça y est, il y a la police qui débarque, c'est bon. Là, tu vas au tribunal, c'est obligatoire. Il n'y a plus de soucis, hein. Donc moi, je voulais pas faire ça. Donc, je vais, j'ai calmé court à toute possibilité, parce que je sais que de toute façon, je sais que si j'allais commencer à discuter, j'allais m'énerver. Donc le seul moyen que, tu sais, je suis parti un peu comme un prince, comme dirait Pascal Légitimus, tu vois, je m'en vais comme un prince. Et voilà. Mais tu vois, toutes ces choses-là, et ben pour quelqu'un d'autre, ce sera pas cette difficulté-là qui va relever.
Toi, pour un autre pèlerin pimpin, tu vas aller sur une autre chaîne YouTube d'un autre gars, Alberto de la Fuenca. Il va te dire quoi? Il va dire ouais, bah moi, le truc qui m'a fait le plus chier, c'est quand l'OM a perdu la Coupe d'Europe ou je sais pas quoi, ou quand la France n'a pas été, comment dirais-je, n'a pas validé son billet pour la Coupe du Monde 80. Comment c'était la Coupe aux États-Unis? C'était en 90? En 90, il y avait. Non, excuse-moi. En 94, il y avait une superbe Coupe du Monde qui avait lieu aux États-Unis et la France avait, je me rappelle, avait pas réussi. Et il y avait un gars dans ma classe qui s'appelait Is. Il a pleuré. Et toi, je me foutais de sa gueule à l'époque. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est qu'en fait, non, il n'y a pas à se foutre de sa gueule. Pour lui, c'est un événement dramatique. En fait, chacun, et en fait, lui, certainement qu'il va se forger une image du monde face à cette journée noire qu'il a vécue. Lui, ça a été une journée noire pour lui. Et je le comprends. Moi, des fois, je vais te dire un truc. Quand la France a perdu en finale de la Coupe du Monde contre l'Italie en 2006, le lendemain matin, j'avais la gueule de bois dans le sens où j'étais triste et j'avais les larmes aux yeux, hein. Putain, je dis là, on a perdu au penalty. Putain, wesh. On voulait faire la fête. Toi, nous, on s'apprêtait à faire une fête de dingue, tu vois, dans la rue, tu vois. On n'a juste pas pu faire la fête à cause que Trezeguet, il a fait une barre transversale. Tu vois, à quoi ça tient la vie, tu vois. Donc ce jour-là, j'étais pas bien. Et c'est là que j'ai. En fait, si tu veux, tout ça, on peut pas en faire de règles générales. Ce que je veux dire, c'est qu'il est difficile d'établir des règles générales pour s'en sortir dans la vie. Parce que c'est très flou. Et ça va dépendre de toi, quelles règles tu instaures. Parce que, en fait, tu pourrais te dire, bah, maintenant que j'ai de l'expérience, j'ai réponse à tout. Bah non. Non, c'est pas parce que tu as de l'expérience, que tu es mature, que tu as vu des tas de trucs, que ça y est, tu peux établir des vérités générales, dire dans tel cas, je vais faire tel truc. Ben non, parce que, ok, j'ai de l'expérience, mais qui a trait à un certain contexte, à un certain truc que tu peux pas reproduire. En fait, parce que déjà, premièrement, je vais même pas refaire les mêmes trucs. Tu vois, en fait, dans la vie, on refait pas les mêmes choses. Parce que sinon, ce serait ennuyeux, justement. Tu vois, justement, ce qu'on essaye de faire de la vie, c'est jamais refaire vraiment les mêmes choses. C'est pour ça que, tu vois, des fois, tu quittes ton job pour un autre, ou des fois, tu quittes ta femme pour être seul ou en trouver une autre. Parce que des fois, on a envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Tu vois? Et ça veut dire que même si tu as de l'expérience, les choses nouvelles que tu feras ne sont pas exactement les mêmes, ressembleront. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu comme. J'ai l'impression d'avoir de la sagesse, mais en vérité, pas tant que ça. Parce que quand tu te retrouves dans des situations nouvelles ou des nouvelles personnes, tout ce que tu auras, c'est de la méfiance. Oui, ce qui reste vraiment comme des vérités, c'est la méfiance qui nous transforme comme des JR. Parce que de la crainte que tu peux avoir de certains profils, tu vois, que tu as déjà vu, tu sais, des profils toxiques sur Terre, on en a vu beaucoup. Et en fait, ça devient presque des vérités générales. On a tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Alors que c'est pas vrai. Pas toxique, tout le monde n'est pas méchant. La preuve, je te l'ai dit, la boîte était merdique, mais dans tout ça, il y avait des gars bien. Donc comment on explique ça? Regarde, bah c'est pareil, je t'ai donné tout à l'heure l'exemple de mon père. Mon père, c'était un responsable qui était vachement cool avec ses employés, tout ça, mais globalement, la boîte était un peu merdique, hein. Globalement, dans la boîte, moi je connaissais un peu parce que j'y ai bossé, tu vois. Toi, l'été, j'ai un peu travaillé là-bas, machin, puis j'ai connu même des potes que leur père travaillait là-bas, etc. Et tout est quanti, bah, je sais un peu comment que c'était là-bas, tu vois, c'était plutôt 80% de merde que l'inverse, tu vois. Donc voilà, il y avait beaucoup de connards, beaucoup de merde, d'une pression. Que tu es dans des machins comme ça, je t'explique pas, c'est des grosses. Mon père, il travaille dans une internationale, des boîtes qui sont internationales. Voilà. Une boîte internationale, c'est une boîte qui vend à des tas de pays, ça va au Mexique, à la Pologne, ces machins. Et la pression, elle est réelle, tu vois, parce que là-dedans, tu as des résultats à faire, et puis surtout, tu as des. T'en as, ils veulent te mettre des bâtons dans les roues, parce que tu sais, il y en a, ils veulent faire le boulot, que tu fasses le boulot à leur place. Toi, par exemple, mon père, pendant longtemps, il a été bien vu parce que lui, il faisait le boulot de son patron. C'est ça le truc, c'est que son patron, c'était un alcoolo. Il filait au bar qui était à côté. Il y avait le champion avec un bar à côté de l'usine, pas loin. Et le mec était plus fourré là-bas. Et c'est mon père qui faisait tout, tu vois. Et en fait, pendant des années, mais ça a fini par se savoir. Ils ont dit, ok, mon père, il fait tout le boulot de son chef. Ok, d'accord. Bah maintenant, c'est toi qui vas devenir chef, hein, gars. Puis l'autre, ils l'ont pas viré parce qu'ils avaient pitié de lui, parce qu'en fait, il avait commencé de picoler quand sa femme est morte et tout. Et tu vois, pour dire, ils sont pas si inhumains que ça. Au lieu de le virer, comme il se devait, il aurait dû être viré, tu vois, parce qu'il finissait au bar. Au lieu de bosser, à 15h, il était déjà au bar, tu vois. Et en fait, il aurait dû être viré, mais tu vois, ils ont été pas méchants, ils l'ont gardé dans la boîte, mais ils lui ont enlevé ses responsabilités. Donc du coup, tu vois, en fait, c'est pas tout rose, mais il y a toujours des gens bien. Et en fait, dans cette vidéo aussi, qu'est-ce qu'on est en train de s'apercevoir? C'est que même moi, qui suis quelqu'un de pessimiste, de sombre, moi, je suis vraiment, tu sais, je suis la dépression en personne. Mais la sagesse et le recul m'imposent de penser que, ben non,
tout le monde n'est pas méchant. Et il faut des fois peut-être arrêter de faire le JR Ewing, mais plutôt faire le Bobby. Tu vois, Bobby, c'était le frère de JR qui était tout à fait son contraire. C'est ça qui était rigolo, c'est que Bobby, il était droit, il était gentil avec sa femme, il était droit, beau, sportif. C'est pas lui qui faisait l'audience de la série. De toute façon, globalement, dans les séries, il y a toujours un méchant. Je me rappelle à une époque, dans Plus belle la vie, tu sais, à une époque avec mon voisin, on regardait Plus belle la vie parce qu'on se faisait chier. Tu vois, et en fait, il y avait le méchant, il y avait Vassago. Je sais pas si vous avez connu à cette époque. Donc Vassago, c'était un peu le JR, mais alors puissance 1000, tu vois. Le mec, vraiment, il tuait presque des gens, tu vois. Et en fait, si tu veux, il y a toujours des méchants, en fait. Et pourquoi? Bah, parce que c'est eux qui font vendre. Tu vois, c'est eux qui ramènent des gens devant la série, tout ça. Et c'est ça qui est vraiment hallucinant dans le monde dans lequel on vit. C'est pas Bobby avec son beau sourire Colgate, c'est pas lui qui attire les gens. C'est dingue. Et bah ouais. Et en fait, je constate que c'est ça qui est trompeur. Alors, c'est vrai qu'il faut être très méfiant dans la vie. C'est sûr que si tu ramènes chez toi un mec que tu connais pas d'Adam ou Ève et tu commences à lui montrer tes codes de carte bleue, tout ça, mais le gars qui te dit qu'il va pas t'empoisonner pendant que, tu vois, je sais pas. Non, en fait, si tu veux, oui, 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 il faut se méfier. Mais le problème de la méfiance, c'est qu'elle entraîne dans son sillage un comportement où tu vas éviter peut-être des choses bien qui auraient pu t'arriver. Mais malheureusement, bah, c'est ça qui est difficile. C'est là que réside la difficulté. C'est que forcément, quand tu deviens la personne que tu dois être, eh ben, tu deviens un petit peu monolithique dans ta façon de penser. À un moment donné, si tu veux, tu finis par devenir ce que tu voulais pas être. C'est-à-dire le vieux con. Tu vois, à la force des choses, je suis en train de devenir moi aussi un peu. Je le sens que je suis en train de devenir un vieux con. Et ça me fait plus peur que n'importe quoi. Parce qu'en fait, t'arrêtes de te remettre en question. Et finalement, tellement tu te répètes tous les jours les mêmes vérités en toi, tu te les répètes qu'elles deviennent vérité générale. Oui, c'est vrai qu'il y a des enculés. Oui, il s'est passé X ou Y dans ta vie. Oui, ta meuf, elle est partie avec ci ou ça. Regarde, moi, je me rappelle d'une histoire absolument terrible. C'est un gars qui s'était suicidé parce que son collègue de foot lui avait piqué sa gonzesse, tu vois. Je sais pas si t'imagines. Toi, tu es là, tu as un collègue de foot. Il a dû certainement le ramener chez lui pour boire un coup ou je sais pas quoi. Mais ça pourrait marcher pour n'importe quoi. Un collègue de boulot ou un ami, tu vois. Tu l'amènes chez toi tout naïvement et le mec, il pique ta femme. Bah, en fait, après ça, comment veux-tu de toute ta vie avoir confiance en cette situation si elle revient? Bah, après, tu es un vieux con sur le sujet. Tu vois, on peut. Et là, dans ce cas-là, je crois que le mec s'était suicidé, tu vois. Mais globalement, quand il t'arrive un truc bien précis comme ça, de crade, mais comment veux-tu te convaincre que ça n'arrive pas tout le temps? Non, après, c'est bon. Après, tous tes collègues, tu les amènes plus jamais chez toi. Tu vois, si jamais par la chance tu retrouves une femme, oulala, ta femme, tu la mets dans un placard et hop, fermé à clé. Ça se comprend. Mais en fait, malheureusement, pour certains sujets, il faut lutter contre ça. Il faut que dans ta tête, tu dises, si je veux réavancer, si je veux recontinuer d'avancer à partir d'un... Ne plus me fermer, ne pas risquer de me fermer des opportunités de sagesse, parce que la sagesse, ça ferme aussi des opportunités. Parce que forcément, la sagesse, c'est tenir compte de toute l'expérience qu'on a eue, et bien souvent, ce qui nous a appris des choses, c'est les choses négatives, c'est l'envers du décor. Ben oui, c'est pas le jour où tu as eu 20 sur 20 que tu as appris ce que c'était que l'échec scolaire. C'est pas le jour où, si tu veux, un jour, j'ai gagné un cross. J'ai même pas fait exprès. Tu sais, de toute ma vie, j'ai jamais rien gagné en sport. Quasiment. Et je sais pas pourquoi, un jour, j'étais en forme, et c'était un cross parce que, avec les pompiers. Parce que moi, si tu veux, j'étais jeune pompier. Bon, bref, j'ai fait ça un temps, tu vois, avec les pompiers, et je suis allé au cross. Et un truc que j'ai jamais compris, j'ai réussi à être troisième ce jour-là. J'ai jamais compris pourquoi. Parce que j'étais nul. Enfin, franchement, même aujourd'hui, ça reste un mystère pour moi. Parce qu'en fait, je suis une merde en sport. Tu sais, j'ai rien à voir avec le sport à la base. Peut-être un peu plus maintenant, parce que, encore une fois de plus, avec le temps, la sagesse, tu finis par faire plus de sport et de tout ça. Mais à la base, moi, à l'époque, je devais avoir 13 ans, 12 ans. Non, je crois que j'avais 11 ans, tu vois. J'étais vraiment dans les jeunes pompiers, dans les 11 ans, 12 ans, tu vois. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je décroche la troisième médaille. Troisième, j'arrive troisième à ce cross. Toi, c'est pas le cross de Paris, hein. Là, on est d'accord, c'est un petit truc à la campagne, parce que j'habitais à la campagne, et puis c'est des trucs avec les pompiers. Bon, voilà, la campagne. Moi, j'habitais comme une ville de environ 10 000 habitants. C'est tu vois ce que la province, voilà, la province. Donc, c'est inexplicable. Et pourquoi je te parle de ça à la base? Je sais même plus pourquoi je te parle de ça. Je veux pas te dire, ben, je suis un champion de cross. C'est comme si j'arrivais à prendre devant tous mes amis, devant tout le monde, devant toute la terre entière, en disant, écoutez, je suis un champion de cross, et tu sais, de la sortir, la médaille, regardez, je suis arrivé troisième à ce cross. Mais en fait, c'est débile, ça n'aurait pas de sens. Ben, c'est pareil, dans l'inverse, de prendre non, un événement. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait. Quand il nous arrive un événement négatif, dans un truc, tu vois, par exemple,
dans ce qui m'est arrivé dans cette boîte d'expertise à Colombes, à Paris, mais jamais plus j'aurais envie d'aller dans ce genre de boîte. Jamais plus. Alors pourtant, c'est débile. Ça se trouve, demain, je vais chez un concurrent à eux qui est dans le même secteur, mais ça se passe super bien. Mais non, mon cerveau, il a dit, bah non, quand j'ai été dans ce genre de boîte, voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai associé le mot open space. En fait, j'ai vu un truc, c'est que je déteste, mais alors, je, je déteste à un point que je serais capable de dire à un recruteur en face de moi qui m'annonce que le poste pour lequel je suis en train de recruter, il me dit c'est un grand open space de 50 personnes, je dirais non. Parce que tu vois, les petits open space, moi, ça va. Mais là, c'était la première fois de ma vie que je travaillais dans un grand open space et là, les enjeux sont beaucoup plus gros. Le volume n'est pas le même. En fait, dans la vie, tout est affaire de volume. C'est toujours plus dur de travailler dans un bureau de 10 personnes que de 3, par exemple. Bah, parce que l'échelle devient déjà plus grande. C'est plus difficile de travailler dans un grand open space. La tension, le bruit, la déconcentration, la peur, la crainte. Parce que tu sais, en fait, tu te sens observé par 50 personnes, tu vois, quand tu bosses. C'est plus, tu vois, c'est plus genre, tu as deux, trois pèlerins. Non, là, et en fait, l'échelle est différente. Et moi, du coup, j'ai associé dans mon cerveau que grand open space égale emmerde, égale machin. Mais non, c'est simplement qu'en fait, et tu vois, il faut être capable. La vraie maturité, c'est dire, ben non, il faut que je sois capable, si nécessaire était, puisque évidemment que je ne vais pas me lever un matin pour me dire, je vais aller dans un truc que j'aime pas. Ben, oui, c'est vrai, t'aimes pas, mais t'aimes pas pourquoi? Est-ce que t'aimes pas pour des raisons valables ou t'aimes pas parce qu'il y a eu une mauvaise. Et ben, c'est dur. Justement, c'est là qu'est dur de séparer ça. Tu peux pas savoir parce que ton cerveau, il peut pas faire la distinction. Est-ce que vraiment tu considères ça comme mauvais et que même si tu avais eu une bonne expérience, tu aurais considéré ça comme. Bah non, la réponse est simple. C'est que si j'avais eu une bonne expérience dans ce grand open space, bah globalement, ma note générale que j'aurais attribuée dans mon cerveau de manière affective aurait été forcément un peu plus élevée. Donc forcément, la note affective qu'on juge sur les choses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ont un lien direct avec l'expérience que nous avons traversée la première fois que nous avons rencontré ce genre de situation. Donc en fait, la maturité, finalement, c'est un cadeau empoisonné des fois. Donc voilà, je ne vais pas tarder des mille et des cents, mais voilà, j'avais l'idée de cette histoire de JR parce que c'est tellement manichéen, tu vois, t'as JR, t'as Bobby, JR le méchant qui fait les coups bas. Mais moi, je crois que c'est pas possible. Je crois que la vie, on est toujours un peu un mélange. Toi, sur certains aspects, on va être Bobby, sur certains, tu vois, mais être de but en blanc, c'est Hollywood. C'est Hollywood qui nous vend ça. Soit t'es Bobby, soit t'es JR. Il n'y a pas un entre deux, les gars. Tu vois. Mais moi, si tu veux, aujourd'hui, je me considère pas comme foncièrement méchant, mais comme pouvant être interprété comme quelqu'un de méchant. J'ai plein d'exemples à te donner, tu vois. Je le sais, en fait, je te les donne pas parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de te faire comprendre que je dis pas ça en l'air. Moi, là, j'ai plein d'exemples, mais j'en parle pas parce que ça ferait des vidéos trop longues et que là, je te donne la synthèse. Mais la synthèse, c'est que je suis persuadé que dans pas mal de trucs que je fais, si on montrait à un parfait inconnu qui n'a pas les données de base et qui voit juste que ce que je suis en train de faire, on lui dit, oh voilà ce qu'il fait Red Vendetta des Bois aujourd'hui. Regardez-le, il s'est élevé, il est parti dans tel endroit, il a fait ça, il est revenu chez lui, voilà sa journée. Et l'observateur, le témoin, dirait, putain, quel enculé. Ouais, il dirait que je suis un putain de J.R. Ewing. Ouais, mais parce que il n'a pas vu derrière, c'est plus de la maturité, c'est plus de. Tu vois, des fois dans la vie, tu te dis, il faut mieux que je protège les choses en un mot. Par exemple, je te donne un exemple qui est un peu grossier, mais a le droit d'y aller parce que c'est une maison de vacances qui appartient à tous les enfants de la famille. Imagine, il y a 5 enfants, mais ils s'entendent pas. Bah, évidemment qu'il faut mieux qu'on s'organise pour pas forcément y aller en même temps, et surtout que ceux qui ne s'aiment pas, bah, ne se retrouvent pas en même temps dans la maison. Toi, c'est plus du bon sens que de la méchanceté. Mais c'est parce que, pourquoi les gens disent ça? Bah, c'est parce que on préfère prendre les devants en disant, bon, un tel n'y va pas, donc je pourrais y aller à ce moment précis, mais d'autres pourraient dire, ah putain, tu vois, on pourrait dire, c'est des sacrés enculés de s'éviter entre frères et sœurs. Ouais, mais non. Non, parce qu'en fait, c'est juste qu'ils se disent, bon, on va éviter les problèmes. Ça sert à rien. Donc on va organiser sa vie pour ne plus rencontrer de problème. Est-ce que tu es un enculux pour ça? Non. Tu as l'air d'être J.R. Wing parce que tu prends un choix, comment dire, où tu n'es pas altruiste, c'est quoi? Tu es égoïste, tu prends un choix égoïste, et ce choix-là, c'est pour te protéger toi-même avant toute chose. Si tu décides de ne pas aller à telle date parce que tu sais qu'il y a ton frère que tu n'aimes pas là-bas, c'est un peu égoïste. Parce que tu te dis, bah, je vais le protéger lui en faisant ça. Tu te dis, je me protège moi d'une éventuelle altercation. Donc en fait,
c'est peut-être un mauvais exemple qui n'est pas forcément vrai, mais ce que je veux dire, c'est l'idée, c'est te montrer, en fait, on peut être perçu comme salaud, comme ci, comme ça, et comme moi je m'auto-perçois comme ça. Enfin, oui, je me perçois moi-même, pourtant je sais que je suis quelqu'un de bien, mais je sais que la vie m'a rendu égoïste quelque part. La vie, elle te rend méfiant, machin, et c'est le problème principal de ça, c'est qu'en apparence, bah, ça te donne plus de protection, parce que comme tu vas pas... Parce que moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement naïf quand j'étais jeune. Toi, j'étais extrêmement naïf, je faisais confiance un peu à des gens qui ne méritaient pas ma confiance, et bien évidemment, quand tu fais confiance à des gens un peu le tout venant, dans 90% des cas, tu tombes sur des gens qui vont te faire des crasses, en fait. C'est parce qu'en fait, ils ne te méritent pas. Tu vois, mais bref. Évidemment que le bon côté de la maturité, de l'expérience négative, on va dire, bah, c'est qu'elle t'empêche de retomber bêtement dans le même genre de truc. Mais par contre, forcément, bah, tu vas te couper. Et là, moi, je le vois, c'est en affaire de gonzesse, tu vois. Moi, je suis tombé sur des gonzesses qui m'ont laissé une sale impression, tu vois. Une impression de, tu vois, qu'on peut pas faire confiance aux femmes, tu vois. Et après, tu restes avec ce truc-là longtemps dans ta tête. Et dans ma tête, là, j'essaie de lutter contre ça. Parce qu'en fait, tu vois, je suis comme tout le monde. Je suis sur les applis de rencontres, je date. Tu vois, des fois, ça conclut rarement. Mais bon, c'est jamais du sérieux. Moi, les dates, ça finit jamais du sérieux. Mais au moins, je fais l'effort de ne pas dire à l'avance, ouais, les meufs, c'est mort. Non, mais je crois quand même que ça m'atteint parce qu'au dernier moment, quand les choses pourraient devenir sérieuses, je pense que je serais du genre à me dire, ouais, mais si ça devient sérieux, ça peut devenir problématique pour moi. Parce qu'en fait, en fait, si tu veux une relation de couple, à un moment donné, tu dois faire confiance à quelqu'un. C'est une, c'est une relation de confiance. Tu peux pas signer des papiers pour te protéger de ton cœur, en fait. Ton cœur, tu peux séparer tes biens, mais il n'y a pas de régime de contrat, d'assurance qui va assurer ton cœur. Donc ton cœur, il est pas à l'abri de se prendre une balle perdue. Donc en fait, je pense que en fait, avec le temps, il devient assez difficile de donner sa confiance. Tu vois, ça va être la conclusion. La vraie, c'est qu'avec le temps, et donc si tu donnes difficilement ta confiance, ça te place automatiquement presque, je veux dire, par effet cliquet, par effet par effet pivot, ça te transforme directement en quelqu'un qui est méfiant, et donc quelque part, tu deviens un Jerry Wing. En fait, voilà.